Construire une machine révolutionnaire, capable de se poser à la surface des lacs, des océans. Un tel engin pourrait rallier tous les points du globe et changer à jamais l'histoire du transport aérien. L'idée devient réalité grâce à un ingénieur français, Henri Fabre, qui après 4 ans de travaux fait décoller le premier hydro-aéroplane sur l'étang de Berre le 28 mars 1910. Le Canard n'est alors qu'un avion classique, équipé de flotteurs, mais qu'importe, l'hydravion est né et la guerre qui s'annonce va lui donner des ailes. Toutes les grandes nations se lancent dans la course. Les appareils sont rapidement munis d'une coque similaire à la carène d'un bateau. Leur production explose. Pendant la Première Guerre mondiale, les hydravions, embarqués sur les navires, sont utilisés pour des missions d'observation et de sauvetage en mer. L'intérêt commercial de cette nouvelle technologie n'échappe pas longtemps aux industriels. Dans les années 30, les grands aéroports sont rares. Avec l'hydravion, nul besoin de pistes coûteuses. Les infrastructures portuaires suffisent. En outre, un avion capable de se poser sur l'eau présente, en théorie, une garantie de sécurité supplémentaire. Bref, l'avenir de l'aviation commerciale paraît tout tracé. Et celui-ci passe par la création de lignes transatlantiques. Un marché juteux puisqu'à cette époque, 1 million de passagers traversent chaque année de l'Atlantique par bateau et 20% d'entre eux voyagent en première classe. La concurrence entre les compagnies est féroce. Et c'est finalement la Pan Am qui emporte le morceau. En 1939, elle met en service le Boeing 314 Clipper, le plus grand avion commercial de son temps. Un hydravion doté d'une autonomie de 5500 km est capable d'emporter 75 passagers et 4,5 tonnes de fret. Le ciel semble appartenir à l'hydravion, mais la Deuxième Guerre mondiale va lui mettre du plomb dans l'aile. Côté militaire, les hydravions inadaptés au combat perdent leur rôle essentiel dans les missions de reconnaissance avec le développement des radars à longue portée et la généralisation des porte-avions. Quant au sauvetage en mer, ils vont être rapidement assurés par un nouvel engin révolutionnaire, l'hélicoptère. Côté civil, même constat, les hydravions s'avèrent peu rentables. Le poids de la coque fait exploser la consommation de carburant. Le ravitaillement en vol, au coût faramineux, est vite abandonné. Enfin, les investissements massifs consacrés au développement des grands aéroports sonnent le glas de l'hydravion de ligne. Le nombre de passagers s'accroît rapidement. Ceux-ci embarquent bien plus facilement et pour beaucoup moins cher sur des longs courriers comme le Douglas DC-4 et le Lockheed Constellation, qui rendent les Clippers obsolètes avant même la fin de la guerre. Les années 60. Les longs courriers à réaction sont maîtres des airs et les grands Clippers ne sont plus qu'un souvenir. Pourtant, un petit appareil a su résister. Le Canadair, ou bombardier d'eau, est mis en service en 1969. C'est le dernier hydravion construit en série, le dernier succès d'un rêve qui a fait long feu.